tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Je viens de citer la préface des Misérables de Victor Hugo. Face aux béni-oui-oui, aux gagnants et à tous ceux qui, lors de leur accession au pontificat, s'autoproclament bien dits, les maudits voudraient redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et, enfin, surtout, aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cet Athénée libertaire pour participer à l'émancipation du genre humain. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Catherine François, qui longtemps a travaillé à Espace P. Elle va nous dire dans quelques instants quel est le rôle et la fonction de cette ASBL. Elle est également présidente de SOS Viol et enseigne le français et l'histoire dans une école technique et professionnelle à Anderlecht, à savoir Chaumet-Waynes. Parallèlement à cela, elle est élue dans une commune de l'agglomération bruxelloise. Elle est socialiste et je crois qu'elle aura l'occasion d'expliquer un petit peu quelle est la position de son parti par rapport au thème dont nous allons traiter ce soir, à savoir la publication d'un livre qu'elle a publié il y a maintenant 1 an et demi, au début de l'année 2011, et qui s'intitule « Sexe, prostitution et contes de fées », avec comme sous-titre « Regard complice sur la liberté sexuelle ». Cet ouvrage a paru aux éditions Luc Pire. Je dois dire que cet ouvrage, publié par Catherine François, a été réalisé avec la contribution de Marie. Alors peut-être, pour commencer, je te demanderai de nous dire qui est Marie. Elle et toutes les autres, ces catins, ces opprimés, ces libertaires, ces marginales, qui m'ont nourri au bout de 15 ans par rapport à la réflexion que je mène sur la question de la prostitution. Et co-signer ce livre avec Marie, c'était co-signer ce livre avec toutes ces anonymes que j'ai rencontrés et qui m'ont approvisionné vraiment sur ce que j'entame comme réflexion à leur côté. Entendu. Je crois que ça méritait d'être dit en introduction, hein, pour bien montrer que tu as collaboré à ce livre, même si tu en es l'auteur principal, bien entendu, mais que, comme tu viens de le dire, ta réflexion a été nourrie par une expérience de terrain en tant que travailleuse sociale, si j'ai bien compris, à Espace P, qui a travaillé donc en collaboration véritablement avec donc les prostituées. Voilà. Alors, je propose de faire cet entretien de la manière suivante. Je propose que nous parlions tout d'abord de la raison qui t'a amené à traiter de ce sujet, ensuite directement d'aborder le statut légal de la prostitution en Belgique, puis d'aborder le problème social, et plus particulièrement celui de l'exploitation, et on verra dans quelle mesure il y a
ou pas exploitation et combien il faut peut-être relativiser ce problème par rapport à d'autres catégories de travailleurs. Et enfin, c'est là je dirais même le cœur de ton livre, aborder le problème du consentement et surtout de la liberté qui dérange chez les prostituées. Voilà comment je compte aborder donc cet entretien. Alors dans un premier temps, je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu as abordé ce sujet. Et je pourrais lire tout simplement ce qui se trouve au début de ton livre, mais j'aimerais bien que ça vienne de ta bouche, hein, plutôt que je ne fasse une lecture de ton propre livre. Pourquoi tu as abordé ce sujet? Alors d'abord, c'est une question qui m'a toujours intéressée comme féministe, les questions qui touchent aux femmes. Et j'avais été émerveillée dans mes études secondaires par une prof d'histoire qui m'avait vraiment amenée à réfléchir sur les questions des femmes, sur les questions féministes. Et donc déjà, j'étais perméable à la question, la question sur la prostitution. Et puis, un de mes enfants très jeune me disait « Ah, mais maman, dans la cour de récréation, je me suis fait traiter de fils de pute », ce qui arrive à la plupart des enfants. Et mon fils avait répondu oui, je suis fils de pute parce que ma mère, au moins, elle a un travail. Et finalement, je trouvais, dit simplement, dit naïvement, toute la question de la prostitution, finalement, ne se résume qu'à ça. C'est un travail rémunéré, professionnalisé, et qui est tout le contraire de la traite des êtres humains, de l'exploitation dont on va parler plus tard. Donc, dès le moment où on parle de prostitution, on est bien dans ça, dans un travail, un huis clos, entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, un huis clos rémunéré, puisqu'il s'agit quand même d'une prestation sexuelle rémunérée, et donc professionnalisée. Ce n'est que ça. Après, c'est des aventures humaines qui prennent des voies parfois différentes en fonction de l'évolution de la prostituée, du client, de la cliente, du prostitué. Donc tout le reste, c'est finalement la diversité des relations humaines. Mais ce n'est que ça. C'est un travail. Pas comme tous les autres travaux, effectivement, pas comme les autres, c'est clair, mais c'est un travail. Tu dis aussi dans ton introduction, après tes propos, les propos que tu viens de tenir, tu dis aussi, alors, c'est ce qui m'a poussé à commencer cette introspection dans le milieu de la prostitution pour déceler, comprendre, non pas la prostitution, mais, c'est là les mots-clés, en quoi elle fait débat, en quoi elle pose un problème, en quoi elle est sujet de polémique et en quoi elle nous renvoie à nos propres contradictions et notre propre sexualité. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce propos qui est essentiel dans ton introduction et qui complète ce que tu viens de dire juste avant? Oui, c'est-à-dire que en quoi elle fait problème? Quand on va faire un massage du dos chez un kiné ou un ostéopathe, personne ne remettra en question la question de l'exploitation du corps. Or, ce kiné qui nous fait un massage des omoplates, il y a un rapport au corps et on n'aura pas de problème à la fin du massage à payer 50 € au kiné parce qu'il nous a soulagé d'un mal de dos. Donc là, la morale n'intervient pas. Pourtant, on pourrait dire, mais pourquoi je montre mes omoplates à un inconnu? Non, c'est une personne qui va soulager la douleur. Eh bien, quand il s'agit de montrer ou de dévoiler ou de faire plaisir à ses parties génitales contre 50 €, là, tout d'un coup, ça crée le problème. Alors, c'est pas un problème qui est neuf. Hein. On le voit tout le long de l'histoire. Les prostituées ont été brimées, persécutées, opprimées, tantôt par la police, tantôt par les médecins ou les psychologues qui les caricaturaient de débiles mentales. Et donc, ça a vraiment, au cours de l'histoire, toujours été un problème. Pas une question, mais un problème de société. Alors, moi, je ne suis pas une grande sociologue, ni une philosophe, mais peut-être qu'il y a quand même à chercher du côté de ces femmes qui incarnent cette liberté absolue, c'est-à-dire ces femmes qui font ce qu'elles veulent de leur corps contre de l'argent. Et je pense que c'est cette liberté absolue qui choque la société. D'abord parce que c'est contre la morale. On va y revenir. Oui, hein, oui, voilà. Je pense que ça choque à partir de là, à partir de la multiplicité de personnes. Donc je crois qu'on a bien compris pourquoi
c'est avant tout une question et que tu ouvres un débat ou tu participes à l'ouverture d'un débat qui est loin d'être clos et qui a toujours cours. En tout cas, on peut espérer en tout cas qu'il s'ouvre un peu plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent dans notre société. Alors, je rappellerai peut-être aussi que dans ton titre, il est question de sexe, prostitution et alors de contes de fées. Alors j'ai lu attentivement ton livre comme il se doit et j'ai lu à deux endroits différents, j'ai trouvé le terme conte de fées. Alors, tu dis ceci, page 20, quand cessera-t-on de propager des histoires de contes de fées aux petites filles qui accentuent incontestablement la cruauté des rapports humains à l'âge adulte? Il faut congédier les princes qui n'arrivent jamais. Et je soulignerai, tu as le sens de la formule aussi. Et virer les charmants, les fées et leurs fables débilitantes. Alors là, il y a peut-être un certain goût volontiers de la provocation pour faire passer ton propos, les remplacer par de bons scénarios pornographiques et exubérants. Et alors, je crois qu'il faut lire jusqu'au bout ce que tu écris. Ça fera certainement moins de dégâts, ceci étant dit, pour ceux qui s'imaginaient déjà que tu voulais débaucher leur tendre tête blonde. Et page 109, tu dis ceci, « Ce n'est pas la pornographie que l'on doit interdire, ce sont les contes de fées qui détournent les filles de leur destin de conquérantes. » Voilà. Alors, quand on te lit ici, bon, on comprend que tu penses qu'il vaut mieux, comment dirais-je, enfin, je préfère te laisser parler, parce que sinon je risque peut-être d'arriver avec des jugements, et c'est vraiment pas mon propos ici à Radio Air Libre, donc j'aimerais bien que tu t'expliques de nouveau sur ce que tu as voulu dire ici, et c'est vrai que les enfants, dès qu'ils sont tout petits, ils sont plongés dans ce qu'on appelle la planète Disney, on leur montre Blanche-Neige et toute une série, je ne sais pas, moi, La Belle au Bois dormant, et dès qu'ils sont tout petits, presque inévitablement, je dirais, enfin c'est pas inévitable, mais enfin, beaucoup de gens en tout cas leur passent des cassettes, maintenant des DVD, hein, on voit les classiques de Disney, et ça peut apparaître peut-être comme une forme de propagande, d'un véritable système mental ou social. Je voudrais que tu réagisses par rapport à ça. Quand j'écris ces lignes, j'étais fortement énervée par, de nouveau, toute la caricature qu'on faisait de la prostitution, de la sexualité différente et de la pornographie au sens large du terme. Et donc, il y a toujours ces ligues de vertu qui nous disent que la pornographie c'est mal, c'est obscène, que le sexe il ne faut pas trop en abuser, et qui nous donnent comme ça une vision tout à fait conformiste de la sexualité dans la famille, dans le foyer, papa, maman, etc. Et donc ça m'avait énervé de nouveau cette conduite qui faisait la police des mœurs et la police de nos comportements. Et je m'étais dit que finalement, le pire pour les femmes, c'était d'avoir regardé, non pas des scénarios porno quand elles étaient adolescentes, mais certainement des Blanche-Neige et autres débilités de contes de fées qu'elles regardaient quand elles étaient enfants et qui les écartaient, qui les éloignaient de ce destin féministe, émancipatoire qu'est le féminisme finalement, qui est l'émancipation des personnes. Et quand je parle du destin de conquérante, c'est ça. Je pense que les femmes ont tout à gagner à exister sur des modèles d'égalité, de rapport d'égalité, et pas une femme qui attend toute sa vie un prince charmant qui ne vient jamais, ou où elle n'existe uniquement que par un physique, des longs cils et un joli minois. Et je pense sérieusement, quand je vois les jeunes évoluer aujourd'hui, qu'il serait bon de réintégrer l'éducation sexuelle dans les cours d'école, de retravailler les scénarios des films porno, justement pour qu'on tienne compte davantage de l'égalité des hommes et des femmes. Eh bien, il y a tout un courant mené par Ovidie et Virginie Despentes, par exemple, en France, qui souhaite, comment dirais-je, modifier la pornographie
dans un sens plus égalitaire de relations homme-femme. Et donc la pornographie, ce n'est que finalement la mise en scène d'une sexualité qui n'est pas plus obscène que dans des feuilletons débilisants parfois qu'on peut regarder aux heures de grande écoute où il y a que de l'amour et les femmes sont complètement débiles. Donc l'idée, c'est de retravailler les scénarios porno. Il y a des réalisatrices femmes maintenant qui font des films porno et qui sont finalement des films érotiques, sexuels, enfin, qui amènent davantage à la rencontre et au plaisir sexuel et qui éloignent les filles finalement de jérémiades qui sont propagées par les contes de fées et qui les cantonnent dans des rôles sexuels propres. Hein, où on fait finalement de la reproduction, ce sera une bonne mère, elle va bien allaiter son enfant, elle va mettre sa carrière professionnelle de côté et elle va se dévouer à sa famille et elle va trouver le bonheur d'ailleurs dans cette voie-là et pas dans la voie de la liberté, de l'émancipation, du travail, de l'accomplissement et des rapports égaux entre les hommes et les femmes. D'autant plus que quand on voit les films de Walt Disney, les classiques que j'ai évoqués, mais il y en a eu bien d'autres par la suite, ce sont des films qui datent des années 30. En fait, c'est quand même très très vieux, si je puis dire, et c'est très daté surtout. Pas tellement que ce soit vu, mais c'est surtout très daté. Il ne faut pas oublier que Walt Disney, quand il réalise ou fait réaliser, parce qu'on sait qu'il avait beaucoup de petites mains, que lui-même il chapeautait le machin, hein, dans les années 30, 32, 34, 35 pour Blanche-Neige, Bambi, etc. Ce qui est mis en scène, c'est une société très paternaliste, très machiste, et ces films apparaissent un petit peu comme un médicament rassurant face aux conséquences de la crise de 1929, il ne faut quand même pas l'oublier, et qu'on est à ce moment-là en pleine crise du chômage. Bon, il y a Roosevelt qui va être élu en 1932, mais enfin, on sait que le New Deal, il y a beaucoup de mythologie derrière tout ça, et que tout cela participe de cette nécessité de rassurer la population et de retrouver des normes, des règles, des rails, en fait, tout simplement, pour que les gens ne soient pas complètement déboussolés, vu le nombre très très important, 25% de chômeurs, au moment où Walt Disney sort ses films, bien entendu. Et donc, ça vaut la peine, effectivement, je crois, de remettre, ou plutôt de repenser en tout cas le rapport que les enfants peuvent avoir par rapport à la sexualité, parce qu'on leur impose un modèle véritablement anthropologique dès qu'ils sont enfants. Et alors on leur dit c'est mal. Et donc voilà, la prostitution c'est mal. Avoir beaucoup de partenaires c'est mal. Regardez l'affaire DSK. Hein, bon, oui, oui. Outre le fait qu'il a ou qu'il n'a pas violé, mais maintenant on attaque ce personnage que je n'aime pas, donc j'en parle assez facilement. Oui. On attaque ce personnage parce que c'est un homme qui a une sexualité hyper débordante, qui fait des partous. Mais tant mieux que les hommes et les femmes retrouvent le chemin de la sexualité plutôt que celui du pouvoir, d'écraser l'autre. Alors tant mieux que les hommes et les femmes se confinent dans la sexualité et le plaisir. C'est quand même ça. Moi, je suis très hédoniste et je ne vais pas parler de l'affaire DSK, mais moi je me rappelle aussi le côté sexualité non consentante d'après. Oui, mais voilà, c'est ce côté-là qui dérange. Ça reste tellement... toujours à voir. Oui, mais les médias aujourd'hui font tout un... Moi, j'avais été interviewée par la RTBF et d'ailleurs, mon interview a été coupée parce que je n'allais pas du tout dans le sens journaliste, parce que le journaliste voulait me faire dire qu'on était dans une société hyper sexualisée et que les hommes avaient une sexualité débordante. Mais tant mieux. Il faut se réjouir de cette sexualité. Par contre, et là on aborde une question très importante dans le livre, notamment, c'est la question du consentement. Voilà. Et donc, une sexualité riche, c'est une sexualité consentie. Consentie des deux côtés, évidemment. Dans la prostitution, il y a toujours consentement. Quand il n'y a pas de consentement, on n'est plus dans la prostitution, on est dans le viol, l'esclavage, et on est dans le chaos, on n'est plus dans la civilisation. Ah, on est dans la bêtise humaine, la tragédie. D'un de tes chapitres, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment... Ça, c'est le ciment. Le consentement, c'est finalement le plus bel héritage du féminisme. Hein, parce que c'est finalement le consentement, si on regarde aussi, je parle à l'historien, le consentement au travers les âges, c'est quand même quelque chose de très neuf et de très récent. C'est la première fois, je pense, dans ce siècle, et c'est quand même une richesse que le monde entier nous envie, c'est la première fois dans le siècle que les femmes ont la notion de consentement.
Donc avant, elles étaient considérées comme des enfants, des handicapés, des débiles. On prenait une femme comme on prend un animal, hein, donc il n'y avait pas cette notion de consentement. L'égalité... Hein, parce qu'il peut y avoir du consentement sans tu vois ce que je veux dire? Je pensais en particulier à un livre mythique, entre guillemets, des années, quoi, maintenant, 60, je crois, le fameux livre de Pauline Réave, Histoire d'eau, hein, qui est préfacé, qui a une préface de Jean Paulhan, le grand écrivain français, et qui fait précéder l'Histoire d'eau, dont on a fait un film, hein, où cette préface s'intitule « Du bonheur dans l'esclavage ». Alors là, dans cette préface, il montre qu'en fait, que l'esclavage possède un certain nombre, conduit à un certain nombre de bénéfices, et c'est pour ça que c'est un terrain qui peut être fangeux, je dirais, hein, de bénéfices, et il ne faut pas imaginer a priori les esclaves, je parle des esclaves économiques ici, hein, je ne parle pas de sexualité, hein. Les esclaves économiques, quelque part, peuvent trouver un certain bénéfice à subir la loi du maître. Donc, oui, là, je m'inscris en faux parce que pour moi, le consentement, c'est quand on est libre de dire « je suis d'accord, je choisis, je dis oui ». Et si on n'a pas la capacité, c'est-à-dire si on est pris soit par des médicaments, soit parce qu'on est enfant, soit parce qu'on est arriérés mentaux, qu'on a vraiment des gros problèmes de folie, il n'y a pas de consentement. Mais nous, les femmes, maintenant, on a quand même cet héritage, ce joyau du féminisme, c'est la capacité, non seulement d'abord de contrôler nos naissances, mais aussi de dire, vous vous rendez compte au niveau de l'histoire, les chemins qu'on a fait, de dire oui, je veux, non, je ne veux pas. Eh bien ça a vraiment été la condition de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le consentement. C'est le ciment qui nous empêche de tomber dans le chaos. Et on le voit, les femmes qui se font violer à la frontière du Kivu en Afrique, au Congo, c'est exactement la négation du consentement. Hein. On souille dans le sens propre et figuré, on souille une nation, on souille les femmes. Oui. Les femmes du monde entier sont souillées par ces femmes qui se font violer en Afrique. Et nous, ici, on a une chance inouïe, c'est-à-dire de bénéficier de ce consentement. Et donc, toutes les femmes, et ça je le dis sans précaution aucune, toutes les femmes prostituées sont consentantes. C'est-à-dire que dès le moment où elles choisissent de se prostituer, il y a un consentement. Il n'y a pas de consentement quand la femme est obligée d'accepter des relations sexuelles contre argent. Là, on est dans la traite des êtres humains et l'esclavage. C'est pour ça que je fais cette différence tout de suite, parce que la prostitution n'est pas la traite des êtres humains. D'ailleurs, dans la traite des êtres humains, il y a des femmes, des domestiques qui se font exploiter, dont on confisque les papiers dans les ambassades. Il s'agit de traite des êtres humains. Il ne s'agit pas de cuisinières qui consent à produire un travail contre de l'argent. Hein, dans le cadre des domestiques dans les ambassades, là, c'est de la traite et d'esclavagisme. Eh bien, dans la prostitution, il n'y a pas d'esclavagisme. Il y a de l'esclavagisme dans la traite des êtres humains ou dans le trafic d'êtres humains. Oui, quand on est dans une situation passive, tandis que prostituée, d'ailleurs étymologiquement, dans prostituée, il y a la personne qui se met debout devant, donc il y a un acte actif. Oui. Hein, dans le mot prostituée, c'est un choix. Après, on peut dire que le choix est difficile à vivre, hein, mais on choisit toujours. N'enlevons pas aux prostituées, et c'est toujours là le débat qui a lieu aujourd'hui sur la question de la prostitution, on enlève aux prostituées le droit de choisir et d'être ce qu'elles sont. Et on leur dit, nous on sait ce qui est bon pour toi, toi tu as choisi d'être prostituée, mais ce n'est pas bien, tu sais. Et donc nous, qui on est pour dire ce choix est bon ou mauvais? Ces femmes sont libres. Et les années 70, le féminisme des années 70 a donné cet héritage aux personnes prostituées, c'est qu'elles se sont libérées du joug de leur proxénète et elles ont pris leur destin en main. Et elles se sont dit, voilà, bon, moi je préfère, je fais le choix de me prostituer plutôt que de travailler comme nettoyeuse dans une grande entreprise. Eh bien, elles ont formulé un choix. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur la question de l'exploitation, puisqu'on dit toujours que dans la prostitution, les femmes sont exploitées. Alors,
mes amis qui se prostituent rue d'Arscott ou dans le quartier nord ont des salaires corrects et qui leur permet de vivre décemment. Et surtout, elles sont libres d'arriver quand elles le veulent, puisque c'est un métier indépendant, elles commencent leur journée, elles terminent. Il n'y a pas un patron derrière qui leur dit « Allez, encore 3 clients ». Ce n'est pas du tout le cas. Non. On a envie d'aller manger ensemble, elles ferment boutique, et, comme des épicières, et on va manger ensemble. Alors, est-ce que vous savez... Ils ont quand même un contrat à durée déterminée. Ça, je vais juste parler après du statut, hein, mais voilà, juste pour parler, pour rester sur la question de l'exploitation. Parce que ici, quand tu dis elles sont libres d'arrêter tout, oui, mais si elles sont dans le cadre d'un contrat... là, elles sont salariées, mais oui, je vais juste revenir après sur la question du statut. Voilà. Je termine mon idée sur la question de l'exploitation, parce qu'on dit les prostituées sont exploitées, tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas défendre la légalisation de la prostitution, c'est la légalisation de l'exploitation. Ok, donc les prostituées ne sont pas exploitées. Par contre, si on s'intéresse aux femmes qui nettoient le Parlement européen, qui commencent leur journée à 4 heures du matin, les nettoyeuses, les techniciennes de surface. Elles commencent leur journée à 4 heures du matin, elles la terminent à 5h30, 6 heures du matin, elles font une pause et reviennent à 22 heures jusqu'à minuit. Ces femmes, elles travaillent donc 4h30, 5h30, puis elles ne travaillent plus, et elles reviennent le soir. D'accord ? On est déjà d'accord sur les horaires entrecoupés qui sont une véritable nuisance pour la vie de famille. Bon, soit. Maintenant, elle gagne 700 € net par mois à travailler dans ces conditions-là. Alors, on va me dire, quelles sont les femmes les plus exploitées? Est-ce que c'est les prostituées qui ont un salaire décent et qui ont choisi à tout moment et qui travaillent pour elles seules de se prostituer? Ou les dames qui nettoient le Parlement européen à des heures scandaleuses, c'est-à-dire à 4h30 du matin, uniquement parce que les fonctionnaires européens ne veulent pas voir une dame de ménage astiquer le bureau alors qu'ils sont en train de travailler. Donc, oui. Posons cette question-là et ayons un regard de gauche sur la question de l'exploitation. Et alors après, on ne viendra pas me dire qu'il faut supprimer la prostitution comme c'est en train de se faire, où j'entends dans certains milieux de gauche qui disent « Ouais, la prostitution, c'est du capitalisme. » Oui, peut-être. Mais alors, si on doit commencer à supprimer le capitalisme, pourquoi nous attaquons-nous d'abord aux plus opprimés, aux plus damnés que sont les prostituées? Pourquoi? Alors on réquisitionne les usines et on commence à dire à toutes les travailleuses « Stop, ça suffit, c'est du capitalisme. » Aujourd'hui, la gauche, comme la société en général, mais la gauche, ici, dans cette maison, je suis plus à l'aise pour en parler, s'attaque davantage aux prostituées en disant « Les filles sont exploitées, je ne peux pas défendre les conditions. » Eh bien, moi, je demande de retourner aux fondamentalistes, c'est-à-dire aux fondamentaux, pas aux fondamentalistes, pardon, aux fondamentaux comme Charles Fourier. Aux fondamentalistes, non, c'est terrible. C'est horrible. Oui. Charles Fourier et tous les autres sur cette vision libertaire de la sexualité. Oui. Et je demande que ça. Je demande d'avoir une vision libertaire, c'est-à-dire une vision qui tient compte non seulement de l'hédonisme, du plaisir, de l'égalité, de l'explosion des formes différentes de sexualité. Et je crois que tu peux en parler en connaissance de cause, si je puis dire, parce que il y a quelques éléments autobiographiques qui apparaissent dans ton livre. Et quand tu parles des ouvriers, tu dis à un moment donné que tu es fille d'ouvrier. Je l'ai lu quelque part. Oui, je suis fille d'ouvrier, petite fille d'ouvrier, de sidérurgiste. Et je sais que l'exploitation, elle n'est pas... Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est un propos d'intellectuel bourgeoise, non, mais c'est pour ça que j'évoque ceci. Parce que je crois que c'est important de le dire. Et la labeur, elle n'est pas du côté... La difficulté et l'oppression, elle n'est pas spécifiquement chez les prostituées, particulièrement chez les prostituées. Maintenant, pour revenir à ta question, donc ça, j'ai fait une petite parenthèse sur l'exploitation. Il y a plusieurs catégories. Sur le contexte de la prostitution en Belgique aujourd'hui. Oui, peut-être parler d'abord des aspects des catégories, je dirais... Alors, les situations sociales dans les statuts, les statuts, voilà. Oui. Alors au niveau des statuts, il y a la femme qui travaille dans la rue, et là, à ce moment-là, en général, c'est une femme sans statut, c'est-à-dire qu'elle cumule avec soit un statut, elle bénéficie d'allocation de chômage, soit elle bénéficie d'un CPAS, soit d'une... C'est celle qui loue une chambre. Oui, c'est celle qui est dans la rue. Voilà, donc elle est dans la rue, elle attend son client, et on ne sait pas ce qu'elle est finalement. Soit elle n'a pas de statut du tout, soit elle a une sécurité sociale, soit elle est sous la mutuelle, c'est une invalide, c'est une maladie professionnelle, on ne sait pas. Mais il y a celle-là, qui est dans la rue.
Et puis, il y a celles qui travaillent rue d'Arscott, puisqu'on est quand même à Bruxelles. Et là, elles ont toutes des statuts de serveuses. Oui. Et les bars de la rue d'Arscott sont censés être des débits de boissons. Bon, tout le monde sait bien que ce pas des débits de boissons, mais c'est l'hypocrisie de la Belgique. Et donc, c'est des serveuses de bar. Et en fait, elles ne servent rien du tout. Elles n'invitent pas du tout à la consommation de boissons. Elles invitent au sexe. Et elles ont donc un statut de serveuse. Et du coup, ça leur donne une protection sociale. Ce qui est pas mal quand elles sont enceintes, quand elles sont malades. Ou si elles veulent changer de carrière professionnelle, bah, du coup, elles ont droit au chômage. Donc elles ont le statut, mais elles n'ont pas de salaire. Non, elles n'ont pas de salaire. Mais elles ont un statut, du coup, oui. C'est-à-dire un statut administratif qui le permet après d'évoluer dans une autre carrière professionnelle. Le reste, elles touchent des honoraires, au fond, comme un médecin. Et elles touchent des honoraires, comme un médecin, comme un avocat. Et d'ailleurs, c'est toutes les prostituées qui sont indépendantes. C'est le cas. Elles payent leur cotisation à l'INASTI, elles payent la TVA et elles ont un registre de commerce. Ça, c'est l'autre partie des personnes prostituées. Je t'ai coupé dans ton raisonnement, ou pas ton raisonnement, plus exactement. J'allais juste commencer. Dans l'exposition des différents statuts des prostituées, tu as parlé donc du premier cas qui est celui des prostituées qui se trouvent dans la rue, et puis tu abordais le problème des prostituées donc, qui travaillent dans des bars près de la gare du Nord. Oui, et une fois qu'on voit clair par rapport à ces statuts, ce qui est important de voir aujourd'hui aussi, c'est que la prostitution en Belgique est libre. Et donc on est dans un pays dit abolitionniste, c'est-à-dire qui a aboli la réglementation de la prostitution en 1948. 1948, suffrage universel. Suffrage universel puisque les femmes votent, enfin, hein, 1948. 1948, ah oui, voilà. C'est une date importante. Mais donc on a aboli la réglementation de la prostitution également en 1948. Et la prostitution est libre, mais tout ce qui permet de se prostituer est interdit. Et donc aujourd'hui, une prostituée peut se prostituer, mais ne peut pas faire du racolage actif, passif, ne peut pas louer un logement, ne peut pas faire de l'incitation à la débauche, ne peut pas s'associer dans la prostitution, faire la publicité dans un magazine, etc. Donc on connaît l'hypocrisie. En plus de ça, donc ça c'est toutes les interdictions du code pénal, qui dit, article 380, 80 bis, 80 ter, interdit d'exprimer en tout cas ce métier. Alors, autre prérogative des communes, par exemple, la commune de Saint-Josse-Scarbeck, Mons également, Namur, Liège, Anvers, Gand, ont arrêté des règlements communaux, Bruxelles-Ville récemment, des règlements communaux sous le couvert de la moralité et de la tranquillité publique qui interdisent l'activité de prostitution dans certains quartiers. Et je fais cette parenthèse-là parce qu'il y a un phénomène d'actualité. Prostitution dans la rue ou également dans tout, partout. Vitrine, donc, en fonction des communes... Les carrés, parce que tu n'as pas encore parlé des carrés. Oui, mais des carrés aussi. Donc, par exemple, à Saint-Josse, les carrés, c'est réglementé en disant qu'il est interdit d'ouvrir un carré à proximité d'une mosquée, d'une église, d'un centre sportif, d'une crèche, d'une école. Tu peux rappeler ce que c'est qu'un carré? Un carré, c'est un rez-de-chaussée, souvent fait d'une pièce ou deux en enfilade, et donc c'est... louées par des personnes prostituées pour leur activité. Donc elles viennent le matin, elles terminent le soir et elles louent ça à un propriétaire qui souvent réclame un loyer tellement cher comme 600 à 700 euros par semaine que du coup ça permet au propriétaire de financer le prêt de sa maison. Parenthèse terminée. Pour vous dire donc, les communes peuvent arrêter des règlements communaux qui interdisent la prostitution. Et il y a un phénomène d'actualité aujourd'hui. La commune de Bruxelles-Ville est en train d'arrêter systématiquement les personnes prostituées dans le quartier dit Alhambra, donc l'arrière du théâtre flamand KVS. Alors, pour la petite histoire, c'est intéressant de voir comment les pouvoirs publics gèrent la prostitution. Et je le dis d'autant plus à l'aise que le bourgmestre est socialiste. Avant, la commune de Bruxelles-Ville, à l'époque du MR, là, je pense que c'était de Donéa à ce moment-là qui était bourgmestre, avait complètement abandonné certains quartiers du centre, donc le quartier Théâtre Flamand, etc., derrière Isère, etc. Et donc toutes ces maisons pourrissaient. Et finalement, il y a eu des contrats de quartier, les pouvoirs publics, il y a la majorité politique qui a changé à Bruxelles-Ville, et la nouvelle majorité, écolo, PS, CDH, a fait une rénovation énorme de ce quartier. Mais pour la petite histoire, ce quartier est investi depuis 50 ans par des prostituées de rue. Hein. Et
à l'époque où ces quartiers étaient pourris et laissés à l'abandon par les pouvoirs publics, ça ne dérangeait absolument personne. Il y a 2-3 petits hôtels sympathiques où les femmes montent avec les clients. Et d'ailleurs, les hôteliers donnent des préservatifs. Enfin, ça se passe assez bien, la manière dont la prostitution se passe dans ces petits hôtels bien sympathiques, bien bucoliques. Et depuis les rénovations importantes qui ont eu lieu dans le quartier, forcément, une nouvelle population est arrivée à emménager, une population dite bobo, c'est-à-dire une belle population de classe moyenne. Elle a pu bénéficier des achats et des locations à des prix très beau marché, puisque ces quartiers avaient été abandonnés, ils ont été rénovés, mais comme il fallait absolument que ce soit attractif, ben, ils ont pu acheter à bas prix. Ils ont acheté à bas prix, ils se sont installés. Au moment où ils ont acheté, il y avait déjà de la prostitution, puisqu'elle existait là depuis 50 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pétition, comité de quartier, et donc tous ces bourgeois, tous ces nouveaux bourgeois qui ont investi ces quartiers, s'étonnent qu'il y ait de la prostitution dans leur quartier, pétitionnent et obtiennent écho des pouvoirs publics. Et donc, aujourd'hui, tous les jours, des femmes se font arrêter, reçoivent des amendes de 200 € uniquement parce qu'elles stagnent dans la rue. Et elles se font soit déportées, c'est-à-dire renvoyées vers d'autres quartiers, soit incarcérées, et dans l'indifférence la plus totale. Donc aujourd'hui, dans une ville comme Bruxelles, on peut arrêter des personnes prostituées, on les déporte, et personne ne s'émeut de cette situation. Ni la gauche, ni la droite, ni personne. J'essaye de sensibiliser les uns et les autres. Il y a eu des articles à ce sujet-là parce que Oui, il y a des articles. Il y a régulièrement les articles du comité de quartier à l'Ambra qui fait des articles en disant que c'est scandaleux, la prostitution. La prostitution, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Il y a des articles allant dans ton sens, c'est ça que je veux dire. Ben, il y a Espace P. Il y a l'unique Espace P, donc, qui est le service dans lequel j'ai travaillé, qui est un service d'accompagnement des personnes prostituées. C'est un service qui existe dans toute la Wallonie et dans Bruxelles. Et qui fait quoi pratiquement? Et pratiquement, ce n'est certainement pas... Donc ce service ne fait pas de la réinsertion, parce qu'en général, les prostituées ne veulent pas quitter la prostitution. Mais ce service aide les personnes prostituées à améliorer leur vie et leurs conditions de travail. Oui. Donc à partir de là, ça peut être la vie privée comme la vie professionnelle. Et Espace P est toujours du côté des femmes et des filles de joie. Aussi vis-à-vis des autorités communales, oui, des autorités communales. Et donc, c'est également un mouvement politique financé par les pouvoirs publics en même temps, hein, donc agréé par les pouvoirs publics. Il y a tout un aspect du travail qui est évidemment un aspect de santé publique, puisqu'Espace P fait des vaccinations hépatite B, fait de la prévention du sida dans les milieux à risque. Ce n'est pas un milieu à risque, mais fait quand même de la prévention du sida. Et intervient également pour sensibiliser le monde politique justement à beaucoup plus de clairvoyance en matière de prostitution. Et on le voit, tous les pays qui ont criminalisé ou pénalisé la prostitution, c'est des catastrophes humanitaires. Il y a un rapport récent d'un organisme international, le PNUD, le plan national, j'ai oublié, qui dit bien, donc c'est un... c'est Nations Unies. Oui, c'est ça, des Nations Unies, voilà. C'est ça. Et qui rappelle bien que plus on criminalise, plus on pénalise, comme fait la Suède qui pénalise le client, eh bien, on a une augmentation des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. On a une désagrégation des conditions de vie des prostituées. Et donc, c'est une vraie catastrophe humanitaire, la criminalisation. Eh bien, les pouvoirs publics devraient être sensibilisés à ça, et c'est vraiment le rôle d'Espace P. Ça a été aussi l'objectif de la création du syndicat, quand on a créé avec Albert Faust une centrale syndicale des travailleurs. Donc, ce n'était pas la centrale générale des enseignants, c'est la centrale générale des travailleurs sexuels. Oui. Et l'idée, c'était de solidariser toutes les personnes prostituées qui vivent toutes des conditions difficiles, parce qu'il y a la police qui les arrête, il y a les propriétaires qui abusent d'elles, il y a parfois des clients, il y a la police, enfin, il y a toute une série d'acteurs qui tournent autour de la prostitution et qui ne veulent pas toujours leur bien. Et donc l'idée de faire une centrale syndicale, c'était vraiment l'idée d'améliorer les conditions au travail. Malheureusement, ça a conduit à un échec. Ça a conduit à un échec. Elles sont aussi indépendantes, si je puis dire, que
que des petits commerçants, des artisans, des agriculteurs, au fond. C'est Enfin, ça, un petit c'est peu ça. ce que tu On n'avait pas bien compris avec Albert Oui, Faust oui. à l'époque quand on a fait le tour des bordels. Oui. On pensait que c'était possible de solidariser toutes les femmes entre elles. Et au fond, mais c'était évident que c'est un métier d'indépendant. C'est évident que chaque prostituée, et comme chaque épicière, essaye de faire... Vous n'avez pas essayé de recommencer, enfin 10 ans après, quoi, je veux dire. Mais 10 ans après, Albert est parti au paradis des gentils. Oui, oui, mais je veux dire... Et non, toi, parce que c'est vraiment... d'autres, enfin, je veux C'était, dire. il y a Espace P qui est déjà derrière elle à côté pour les aider Ouais, dans oui. toutes les démarches avec les avocats, etc. Et parce que c'est un milieu d'indépendants. Et les milieux d'indépendants, tu ne crées pas comme ça un mouvement collectif. Mais il y a quand même l'Union des classes moyennes, donc pourtant c'est une association de petits patrons, et donc on pourrait imaginer... Bon, je comprends hein, ton propos. Il faudrait plutôt faire un ordre des prostituées, comme il y a l'ordre des médecins, Voilà. l'ordre des Tu parles avocats. même de corporation. Oui, c'est dans l'idée. Oui, parce que dans l'idée de l'artisan, Tu parles de et du compagnonnage. aussi. Voilà, Oui, parce c'est ça. que ce qui manque aujourd'hui pour les nouvelles, hein, bon, je vais dire des choses qui vont être presque scandaleuses à cette radio, mais il manque des prostituées à Bruxelles. Hein. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour assumer tous les sommets européens, toutes les foires, tous les festivals et toutes les activités touristiques Ah oui, non, à je pensais que tu Bruxelles. parlais par rapport aux habitants, mais là c'est en fonction d'un besoin économique. C'est un besoin, oui. Donc là, Ah oui. là c'est pour ça que je dis que je vais choquer, Oui, mais il est vrai que quand on voit les chiffres des foires organisées au Ezel et autres, il manque des prostituées. Hein. Oui. Mais alors, Bon, des en même prostituées temps, plutôt de luxe alors. oui, ou des prostituées Parce que là, abordables, c'est hein, surtout même des pour les gens petits qui- cadres. Même pour les petits cadres. Ah oui, oui. Il manque une main-d'œuvre. Maintenant, cette main-d'œuvre, on ne va pas la former dans les écoles, et là, Oui, ce n'est pas du tout mon propos. Par contre, on remarque que plus les anciennes forment les nouvelles, celles d'une vingtaine d'années, quand je parle nouvelles, Mais qu'est-ce que tu appelles former au fond former, eh bien, c'est un métier. Hein. Grésilidis Réal, qui est la mamie des putains, qui est une femme exceptionnelle, que je vous invite vraiment à podcaster sur YouTube, expliquait très bien qu'on ne s'improvise pas à prostituer. C'est pas celle qui est décédée là dont tu parles. Oui, Non, oui, non, c'est ça. celle-là, Oui, c'est elle. C'est Très une bien, femme oui. qui a écrit plein de livres. Enfin, Oui. c'est la mamie des putains. C'est une femme exceptionnelle. Et elle disait très justement qu'on ne s'improvise pas. Les personnes prostituées font face à une multiplicité de partenaires, une multiplicité de cas, de personnes qui tantôt sont correctes, tantôt sont d'une violence extrême. Et donc, elles ont un doigté psychologique qui leur permet de faire évoluer des situations de violence, de crise, de frustration, de tristesse, de tragédie, qui leur permet, avec cette formation très psy qu'elles ont, leur doigté psychologique, qui leur permet après elles pacifient très fort les hommes. Quand elles ne font pas que des fellations et des rapports sexuels. Ça se fait à l'heure actuelle ou ça se fait, enfin, je ne sais Donc pas. toutes les femmes, les anciennes expliquent aux nouvelles Mais tu comment dis il les faut anciennes, c'est faire. dans quel pays? Ben, les En anciennes ici, Belgique ou les en- anciennes ici. Quand il y a une ancienne, il y a une nouvelle qui commence, ben, elles vont au café, il y a une ancienne qui explique, mais ça se fait de manière spontanée. Ben, écoute, si tu as un client Ah oui, oui, oui. agressif, Ah oui, d'accord. voilà Oui, ce que tu oui, dois oui, faire. oui, oui. Quoi, hein. Mais c'est ça le compagnonnage. C'est qu'à un moment Oui, oui. donné, quand elle commence une activité, eh bien, il y a des règles. Il y a des règles sanitaires, il y a des règles de prix, il y a aussi des règles, je vais dire, de bien vivre ensemble. Hein. Ça ne sert à rien de se mettre... On avait organisé un règlement de travail comme ça dans le quartier. Ouais. Ça ne sert à rien de se mettre à poil, en vitrine, et faire des gestes obscènes à la sortie des écoles. Ça n'avance à rien. Ça ne fait pas venir le client. Et donc, tout ça, c'est un code déontologique que les personnes prostituées ensemble peuvent traiter, et donc traiter en formant les nouvelles. C'est ça que je parlais de compagnonnage. D'accord. On va peut-être avancer un petit peu. Alors, le consentement, tu en as déjà parlé. J'allais faire un lapsus, j'allais dire contentement, mais Oui, mais c'est effectivement. vrai. En général, il y a du contentement. Ça veut dire que aussi. j'ai bien saisi le Oui, propos de ton exactement. livre en parlant de contentement. Effectivement. Et alors, tu l'as dit en introduction aussi, c'est que ce qui choque finalement peut-être le plus les bien-pensants, ou bien-pensantes, parce qu'il n'y a pas que des bien-pensants, il y a des Non, bien-pensantes, c'est la connotation de liberté qui est associée justement aux prostituées.
tu en as déjà touché un mot, mais ça vaut peut-être la peine de Mais moi, je vois de la liberté. Je vois de la liberté audacieuse et indécente aussi, hein, parce que des femmes qui n'ont pas fait d'études pour une partie, hein, qui gagnent des sommes importantes et qui sont libres de ne dépendre d'aucun homme, elles ne doivent pas se marier pour avoir richesse, pour avoir statut. C'est le summum de la liberté. Et alors la liberté, c'est pouvoir choisir à tout moment où on va et avec qui. Et cette liberté, elle est présente tout le temps. Elle est présente quand le client arpente les trottoirs et qu'elle juge et qu'elle jauge est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il rentre pas. Elles disent pour combien de temps, qu'est-ce que je vais te faire. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout est libre. Et finalement, est-ce que ces femmes ne sont pas plus libres que toutes les femmes mariées? C'est ça l'idée j'ai l'impression qu'elles représentent le sommet de la liberté sexuelle. C'est-à-dire de pouvoir jouir de l'autre pour de l'argent et tout en sachant que finalement, le reste n'est que fioriture. C'est ça. Pour revenir peut-être sur un sujet dont tu as parlé tout à l'heure, je m'étais amusé à faire un petit calcul. Tu as parlé des trois catégories, si je puis dire, ou plutôt les trois situations économico-sociales dans lesquelles elles peuvent se trouver, et juridiques aussi. D'une part, il y a la prostituée de la rue, il y a la prostituée qui travaille dans un carré, c'est-à-dire dans un rez-de-chaussée qu'elle loue avec un contrat de bail tout à fait classique. Et puis alors, il y a effectivement, c'est peut-être celle qui est peut-être la plus connue, enfin je ne sais pas, toutes ces prostituées qui travaillent donc dans des bars, entre guillemets, puisqu'on sait que ce ne sont pas tout à fait des bars quand même, le long de la gare du Nord. J'avais fait un petit calcul à partir de chiffres qui avaient paru dans l'Express il y a un an ou deux, et puis je reparlerai de l'Express dans un petit instant d'ailleurs. On disait en fait qu'en moyenne, une prostituée payait pour 12 heures de location d'un tabouret en vitrine 250 € par jour. Il y avait donc une rotation, donc il y avait deux prostituées qui se suivaient sur la même journée. Donc ça faisait, on fait x2, donc ça fait 500. Et qu'en moyenne, il y a entre 2 ou 3 prostituées par vitrine. Donc moi, j'avais fait un petit calcul et j'arrivais par jour à ce que ces prostituées remettent entre les mains du propriétaire de la vitrine, enfin du rez-de-chaussée où elle travaille, 1500 € fois 365 jours. Moi j'étais arrivé à donc pratiquement 550 000 € par an. Alors bien entendu il y a des charges, mais c'est quand même une somme qui correspond presque, j'allais dire, à l'achat de 2 maisons par an. Bien entendu il y a des charges, mais enfin ces charges sont quand même relativement minimes par rapport à ce rapport. Hein. Parmi les charges, il y a la taxe communale pour la vitrine, je crois, ou pour les néons, enfin une charge pour l'enseigne lumineuse. Ouais. Il y a effectivement le chauffage, l'eau, des taxes immobilières, j'imagine. Pour le reste, je ne sais pas, enfin ça c'est à toi à me le dire. Mais enfin, en toute hypothèse, le rapport entre les débours, les charges payées par le propriétaire du rez-de-chaussée, parce qu'il ne s'agit que d'un rez-de-chaussée, puisque les autres étages sont loués avec des locataires, hein, et d'autre part ce que les prostituées versent à ce propriétaire, cette différence est quand même énorme, qu'on le veuille ou non. Alors tu as bien dit que l'exploitation, on la trouve dans tous les domaines, mais est-ce que cette exploitation se trouve dans le même rapport quand on voit par exemple une caissière qui travaille au GB ou au Deleuze? Est-ce qu'effectivement quand elle touche, je ne sais pas combien elle touche, c'est peut-être 1200, 1300, je ne sais pas si elle a un temps complet, mais la plupart du temps elles ont des mi-temps, je crois, hein, les caissières dans les magasins. Mais est-ce que
l'exploitation en termes de rapport ici. Hein, mais tu parles des patrons. Je parle des propriétaires, oui. Oui, j'ai un commentaire à faire. Oui, mais tu vas me dire qu'il y a un contrat. Le patron de Carrefour, le patron de Fiat, le patron exploite. Hein, on est sur les mêmes chiffres. Hein. On est tout à fait d'accord. Mais la proportion, d'après toi, je n'ai pas fait le calcul, je n'en sais strictement rien. Elle est sans doute la même. Elle est sans doute la même que Sony, Samsung, Philips, enfin tous les gros patrons qui de toute façon, avec les dividendes, et on voit d'ailleurs en France la société qui vient de fermer, qui va fermer et qui va faire 8000 chômeurs PSA. Les dividendes astronomiques qui ont été touchés par le grand capital. Donc, si des patronnes de bas, je ne suis pas en train de les défendre, hein, mais à nouveau... Et tu dis les patronnes parce qu'apparemment c'est plutôt des dames. Oui, j'en connais beaucoup, sont des dames, mais ça peut être aussi des patrons. Les patrons de bar, ils profitent de la situation clairement. C'est pour ça qu'il faut réglementer. Ça, c'est le commentaire qui suit. Mais d'après toi, c'est dans les mêmes proportions que n'importe quel patron dans le système capitaliste. Oui, sauf que dans le cas de la prostitution, on est tout le temps dans un système mafieux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas réglementé, ce n'est pas légalisé. Et donc, il y a toujours une partie de noir. Il y a des gens qui flirtent comme ça avec ces milieux, on ne sait pas très bien à quoi. Ça laisse à l'appréciation des gens. Je dis, tiens, finalement, est-ce que c'est un patron qui exploite ou pas ? Et donc, si la prostitution sort de cette opacité, on arrivera non seulement à la contrôler, à la réguler et à la taxer correctement. Et ce qu'il faut, évidemment, c'est la répartition des richesses. Là, on est d'accord. Et donc, on prélève des impôts sur les grandes entreprises, on prélève des impôts chez les patrons qui accueillent des personnes prostituées dans leur bordel. Ça fait partie de la même démarche politique que de se dire... On fait une répartition des richesses. Aujourd'hui, les prostituées payent des impôts. Mais elles ne peuvent pas déclarer toute une série de... C'est complètement absurde. Elles ne peuvent pas déclarer leur lingerie. Elles ne sont pas considérées, quand elles payent des impôts, comme indépendantes, comme prostituées, parce que c'est interdit. Donc, on les reconnaît comme masseuses, par exemple. Alors là, elles peuvent éventuellement faire passer des crèmes. Mais les masseuses ne font pas passer la lingerie. Hein, une masseuse, en principe, elle ne fait pas ça. Et donc, c'est des situations de faux, des situations qui maquillent la réalité. Et donc, on a forcément des personnes qui ne payent pas assez d'impôts, qui contournent le système, parce que le système n'est pas clair et qu'il est opaque, et donc il empêche justement une bonne répartition des richesses. Moi, en t'entendant, et là je parle en tant qu'historien, j'ai l'impression que ce système est pré-capitaliste, c'est-à-dire que dans la mesure où ce sont des indépendantes, finalement, ce n'est pas des ouvrières, puisqu'elles elles ne sont pas salariées, en tout cas pas peut-être officiellement, mais enfin, dans les faits, elles ne sont pas salariées, même s'il y a éventuellement des papiers... Oui, non, mais dans les faits, elles ne sont pas salariées. Des papiers bidons qui sont là pour maquiller une situation réelle. J'ai plutôt l'impression que c'est une situation pré-capitaliste. Pour moi, ça me fait tout à fait penser, non pas au mode de production capitaliste, pour parler en termes marxistes, mais au mode de production féodal. C'est-à-dire qu'on est dans un système de rente foncière des paysans qui payent un certain nom pour pouvoir exercer leur métier sur leur terre, payent des redevances aux seigneurs. Et donc, c'est pas... Et dépend du bon vouloir du seigneur pour évidemment faire enrichir leur activité. Donc, ce n'est pas le patron capitaliste, c'est le seigneur féodal. Et du jour au lendemain, je vous dis, la police débarque et arrête tout le monde. Donc, on est bien dans ce système féodal où tout d'un coup, tout est en épicerie, tu la refermes parce que le seigneur a décidé que dans le quartier Alhambra, tu n'exerçais pas. Hein, pour continuer dans la métaphore. Pour continuer dans la métaphore. C'est plus qu'une métaphore pour moi. Oui, c'est une lecture historique. C'est pas poétique du tout. Non, moi je le suis plus. Non, c'est pas poétique. Moi je vois ça d'un point de vue historique, quoi. Hein. Mais je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Est-ce que tu avais des choses, tu penses qu'il y a un aspect qui n'aurait pas été traité comme il aurait dû? Et je voudrais maintenant te céder librement la parole parce que, à la limite, que tu te poses à toi-même une question, que tu souhaites intervenir si tu estimes que, j'ai oublié par distraction d'aborder un aspect de ton livre et que tu aurais souhaité je voudrais juste dire maintenant. aux personnes qui nous écoutent,
D'abord, je suis tout à fait disposée, disponible à en débattre avec tout le monde autour d'un café, d'un thé, parce que cette question est importante pour moi. Tu peux donner tes coordonnées, je ne sais Oui, pas, donc mon numéro de GSM, c'est le 0497 599 789. tu Et le puis, répètes. j'ai un site internet également. Tu le répètes lentement, Oui, le numéro de GSM. 0497 599 789. Et donc, je suis toute disposée à discuter, débattre de ces questions qui ne sont pas simples et qui me donnent aussi envie de rencontrer plein de gens pour pouvoir affiner la réflexion. Et j'en appelle aussi aux auditeurs à se solidariser de cette cause, qui est une cause désespérée. Comment pour être concret? Mais j'ai envie d'organiser, mais peut-être que je suis un peu folle parfois, j'ai envie d'organiser à la rentrée une action de soutien aux personnes prostituées du quartier Alhambra, où femmes et hommes, on irait tapiner en soutien aux personnes prostituées qui se font arrêter, et on irait marquer notre solidarité une après-midi à leur côté pour montrer qu'elles vivent des difficultés et que nous, citoyens qui ne sommes pas prostituées, filles de joie, catins, on est là à leur côté dans ce combat pour leur liberté. Voilà. Je donne mon site internet. Voilà. www.catherine-françois.be. Ah, merci beaucoup. Et grand merci pour l'invitation. Ben, c'était la moindre des choses, d'autant plus que le sujet est souvent, peut-être pas tabou, mais souvent très mal abordé, avec beaucoup de préjugés.